Bonsoir, bienvenue à tous ceux qui sont déjà connectés. Donc je me présente, Jérémy Brena, la cellule Habitat Maîtrise de l'énergie au CAE Martinique. Donc nous avons choisi ce soir de vous présenter un sujet autour de l'amiante. Sans doute certains d'entre vous devraient se dire que l'amiante c'est du déjà vu ou c'est de l'histoire ancienne. Mais enfin, malheureusement ce n'est pas si ancien que cela car encore aujourd'hui nous sommes tous un jour ou l'autre confrontés à cette problématique amiante euh, de manière directe ou indirecte, ceci dit. Hein. Donc, ce minéral magique, avec toutes ses qualités, hein, a bien été utilisé dans différents produits ou matériaux qui composent la construction. Mais bien plus encore, car l'amiante n'est pas présent que dans le bâtiment. Hein, donc ce soir, nous avons quand même choisi de cibler le bâtiment. Nous allons faire le déroulé suivant. L'amiante, sa provenance, ses propriétés. En un, localisation possible de l'amiante dans les bâtiments. En deux, les risques pour la santé. En trois, le cadre réglementaire de la prévention de ces risques. En quatre, les types de missions amiante. Nous allons voir un peu dégrossir cela. Alors, je précise effectivement que nous ne sommes pas là pour faire un cours sur l'amiante, mais véritablement cibler les points les plus importants et faire connaître un peu la réglementation autour de l'amiante. Voilà. Ce matériau minéral qui a tourné au cauchemar, hein, l'amiante a été utilisé massivement pendant des décennies, malgré son caractère cancérigène, connu depuis les années 1950. Cette fibre minérale est aujourd'hui bannie sous toutes ses formes dans maintenant 59 pays, dont les membres de l'Union européenne. En cours de route, effectivement, il y a des territoires qui ont effectivement mis une interdiction, comme la Nouvelle-Zélande en 2016, le Canada en 2018, qui d'ailleurs a fortement utilisé et défendu le commerce autour de l'amiante. Hein. Malheureusement, il y a encore des pays qui utilisent encore l'amiante hein, pour ses propriétés, comme l'Inde, la Chine. Euh, il y a encore d'autres, comme les États-Unis, ils ont limité en tout cas la production massive de l'amiante. Cependant, ils continuent à l'utiliser uniquement pour des technologies utilisées par les machines autour de la NASA. Mais autrement, l'amiante, effectivement, a été interrompue pour le marché plus large. Donc, effectivement, sur cette photographie, euh, on voit effectivement une montagne éventrée, hein, avec des gisements d'amiante en état naturel. Donc ici, nous sommes en Corse. Hein, donc on voit bien effectivement dans le milieu naturel ainsi, l'amiante est assez ouverte comme ça. Voilà. Il existe deux familles d'amiante. On va parler des serpentines et des amphiboles. Les serpentines se composent d'une variété, qui est le chrysotile. Donc, pour information, l'amiante, c'est un nom masculin, on dit un amiante. Donc, le chrysotile ou amiante blanc. Ensuite, on a les amphiboles qui se présentent sous cinq variétés que nous n'allons pas forcément ce soir développer. Et sachant que euh, la fibre chrysotile a été la fibre la plus utilisée et répandue pour l'usage de différents produits et matériaux de composition. Et donc, c'est pourquoi on va s'intéresser à cette fibre en particulier. Alors, pour information, en France, il existe d'anciennes exploitations ou d'affleurements avérés d'amiante. 28 sites au total amiantifères naturels ont été recensés en France, dont 9 en Corse. Comme la photo précédente, on a vu effectivement cette montagne éventrée avec l'usage de ce minerai naturel. Alors, le Cap Corse en Canaries, les fibres d'amiante ont été découvertes là-bas en 1898, donc c'est pas récent.
et son exploitation a débuté véritablement dans les années 1920. Alors, à noter, avec cette seule usine, hein, la France, basée en Corse, la France se trouvait au 7e rang mondial sur le marché, le commerce autour de l'amiante, où il produisait plus de 28 000 tonnes l'année. L'amiante, pourquoi l'amiante a été utilisée à une si grande échelle de par ses propriétés? Donc, on peut effectivement voir ici les différentes propriétés que donne l'amiante. Hein. Donc, sur le plan chimique, il existe la plupart des produits, des produits agressifs chimiques, hein, agressifs, résistants aux micro-organismes, se mélangent aisément aux liants organiques et inorganiques. Sur le plan mécanique, il présente une haute élasticité, ne se dégrade pas dans le temps rapidement en tout cas, comparativement à un produit non amianté, résiste à l'attraction avec des propriétés naturelles exceptionnelles. Paraît-il, une tige d'amiante est plus résistante qu'une tige d'acier. Sur le plan thermique, il ne brûle pas, donc d'où son usage dans les bâtiments. Il y a une protection contre le risque d'incendie. Euh, il résiste à des températures qui peuvent atteindre jusqu'à au-delà de 4000 degrés Celsius, voire 10 000 degrés Celsius à une courte durée. Et il y a une bonne capacité d'isolation thermique. Sur le plan acoustique, haute capacité d'isolation acoustique, avec ses différentes propriétés citées, ça reste quand même un matériau euh, peu coûté, hein, de par son usage un peu répandu. Nous verrons tout de suite dans différents domaines. Alors, à noter les diamètres ici présentés de différentes fibres. Donc, on voit la fibre, le chrysotile, par exemple, en micromètres, 0,02 micromètres. Donc, c'est extrêmement petit. Et s'il faudrait comparer 1 mm dans une matière, on pourrait en trouver 50 000 fibres euh, de chrysotile. Pour faire un comparatif, une fibre d'amiante est 400 fois inférieure à un cheveu humain. Donc, c'est pas rien quand même. Donc, et en termes de résistance, effectivement, la fibre d'amiante, comme on a vu, c'est équivalent et voire mieux qu'une tige d'acier. Nous allons voir les possibilités où la menthe a été utilisée, sa localisation dans le bâti. Euh, donc nous allons faire un petit déroulé qui n'est pas forcément total, mais qui donne déjà une première idée sur l'usage de l'amiante dans le bâtiment. Donc l'amiante a été utilisée dans les domaines suivants dans le bâtiment, dans les chaufferies, les cuisines, les matériaux qui composent les sols, les murs, les doublages, les canalisations, les gaines, les charpentes métalliques. Justement, au niveau des charpentes métalliques, il faut savoir qu'une structure métallique face à un incendie, dès lors qu'il va atteindre les 400 degrés, il va perdre en résistance. Donc, on voulait l'envelopper avec du flocage pour justement résister mieux à un risque d'incendie. Donc l'usage du flocage sur les structures de cette nature jouait une certaine protection sur le plan thermique. Sous les jeunes dilatations, on en trouve, etc. Alors, pour faire un petit rebond sur d'autres sites éventuels ou encore d'autres domaines d'usage de l'amiante, on a sur les revêtements routiers en matière de travaux publics, les sites industriels, les navires. On a par exemple l'histoire du Clémenceau, le porte-avions français, où pour son démantèlement, aucun territoire ne le voulait de par cette pollution à base d'amiante. Sur les wagons, les garnitures de freins de voiture, d'ailleurs, les véhicules étaient équipés effectivement au niveau des freins, des plaquettes de frein d'amiante, à base d'amiante. Et avant les années 97, en tout cas avant cette interdiction en France, euh, les plaquettes duraient beaucoup plus longtemps qu'aujourd'hui, hein, tout simplement parce que c'était à base d'amiante.
Donc cela démontre que l'on peut trouver l'amiante à peu près partout. Donc on va revenir uniquement sur le bâtiment, donc on va s'arrêter sur cette partie. Donc si vous voyez un peu les différents points sur cette image, là on peut potentiellement retrouver l'amiante dans le bâtiment. Donc ça laisse à comprendre qu'on en trouve un peu partout, hein, sous les sols, les parois, les toitures, etc. À l'intérieur également décomposé, etc. Donc pour compléter cela, je vais dérouler avec vous un petit reportage photographique afin de mieux cibler et un peu toucher du doigt, s'il le faut, les matériaux amiantifères dans le bâtiment. Alors ici, par exemple, on a la première photo, une toiture, une couverture ondulée en amiante ciment. Euh, donc j'ai noté cela comme non friable, hein, parce que lorsqu'on parle de matériaux amiantés, on va les classer par catégorie, on va dire les matériaux friables et non friables. Tout simplement, les non friables, s'ils sont plus résistants, plus solides dans matière, il n'y a pas de risque de propagation de rejet de fibres d'amiante dans l'atmosphère comme ça, tout simplement. Sauf si on vient les bouger, les toucher, les percer, etc. avec un outil par rotation. Là, on peut effectivement risquer de libérer des fibres d'amiante dans l'air. La photo qui suit, on a un flocage en plafond. Donc là, on parle de matériaux friables. Hein, donc, ils peuvent facilement libérer les fibres dans l'atmosphère, dans l'air, sous effet de choc, de vibration ou s'il y a un courant d'air, une amenée d'air, ça peut facilement libérer les fibres d'amiante. On trouve également sur les parois, hein, les cloisons, les allèges, etc. Donc, sous ces photographies-là, déjà, ça me donne une petite idée où on peut potentiellement trouver de l'amiante. Sur les conduites et canalisations, hein, les conduites cheminées, ce matériau solide, effectivement, qui résiste à des températures importantes si c'est une conduite de fumée. Sous les joints étanchés, les joints d'éléments de coupe-feu, hein, en périphérie, on peut voir effectivement, ça permet de protéger la propagation d'un incendie éventuel par, par ces joints totalement en amiante. Les matériaux de finition, comme les enduits, les peintures, les colles mastiques, etc. À la base, ce sont des matériaux non friables, euh, mais avec la dégradation dans le temps, continue effectivement ici sur les revêtements de sol. Alors là, comme je disais, on a des dalles de sol plastique ou vinyle. Euh, je pense que tous, au moins une fois, on a vu ce type de matériaux, bien souvent dans des bâtiments recevant du public, ERP, et même dans des habitations individuelles, on en trouve. Alors ce genre de matériaux, tant qu'ils sont en eux, non dégradés, ils ne présentent pas un risque immédiat. Cependant, s'il y a une dégradation localisée, il y a quand même des recommandations, il faut quand même faire attention. Euh, car, ils sont souvent amiantés, hein, si on les fait analyser, ils sont souvent amiantés. Alors comment les reconnaître des fois s'ils sont retouchés, s'ils sont cassants, donc c'est potentiellement amianté. Les dalles les plus souples sont amiantées, comme ça, grossièrement dit comme ça. Hein, voilà. Ensuite, on a les faux plafonds, hein, les dalles de faux plafond, qui rentrent dans la catégorie friable. On a les bardages en façade, donc en l'occurrence ici, cette photographie, on voit un côté pignon habillé, on a l'impression que c'est des écailles, hein, c'est des panneaux en fibrociment. Hein, donc bien souvent, c'était posé sur des menus maison en bardage de bois et qui vient en tout cas protéger contre les différentes agressions. Donc, voilà, ce type de matériaux qu'on peut trouver facilement dans les centres-bourgs. Voilà. Les cloisonnements en fibrociment, je pense que tous on a au moins une fois vu ce type de matériaux. La
photo en contrebas. Alors, malheureusement, dans notre territoire, on voit encore ce genre de déchets dans la nature, ce qui est déplorable, hein, donc, ce qui représente un danger pour les personnes qui les manipuleraient, sans protection surtout, je suppose. Donc, à faire très très attention à ne pas manipuler ce type de matériaux sans connaissance. Voilà. Et surtout, s'il s'agit de, si vous devriez opérer des travaux, on arrivera tout à l'heure sur ce point, à ne pas entreprendre cela de par vous-même, de faire intervenir des professionnels habilités et certifiés pour ce genre d'intervention, tout simplement. Ici, effectivement, on a une toiture en amiante ciment, hein, la toiture ondulée, qui par-dessus, on a mis de la couverture de tôle, donc c'est un phénomène d'encapsulage ou encore un confinement. Donc c'est un mot qui parle, un confinement. On a vu effectivement pour faire un petit peu la relation avec le phénomène d'actualité, où la France nous a mis en confinement par rapport au virus, pour limiter la propagation justement du virus actuel. Donc que chacun restait effectivement confiné pour limiter cette propagation. Alors ici, on pourrait faire la relation, le fait de protéger par un confinement cette couverture en amiantement par de la tôle par-dessus. C'est une forme de confinement pour protéger, limiter les possibilités de propagation de fibres d'amiante dans l'atmosphère. Mais c'est pas tout, ça ne s'achève pas là, ça ne s'arrête pas là une fois qu'on a fait cette intervention. Il y a quand même derrière un contrôle périodique qui est réglementé, où il y a un contrôle par un professionnel certifié qui va vérifier cela tous les 36 mois pour voir l'état de conservation des matériaux en œuvre. La partie inférieure, on voit un bonhomme en train de taper dans des carreaux de faïence sans protection, sans gants, etc. Donc, on espère pour lui tout simplement que ce sont des matériaux euh, dont il y a eu quand même au préalable des prélèvements et des analyses en laboratoire qui permettent de revenir avec un état non amianté. Donc, autrement, quand même chez vous, si vous souhaitez un jour ou l'autre remplacer vos équipements, salle d'eau, salle de bain, des carreaux de faïence qui seraient installés avant les années 97, il y a un risque potentiel d'amiante, donc à faire analyser avant tout travail. Ici, on a un calorifugage qui permet de maintenir les fluides à des températures voulues, soit chaud, soit froid. Donc, on voit bien sur cette photographie, ce calorifugage il est un petit peu dégradé. Ça reste dans la catégorie des friables, hein, donc il peut facilement, enfin, comment je vais dire ça, libérer des fibres d'amiante dans son environnement sous l'effet de choc, de ventilation. Donc voilà. Celle du bas, on voit une salle de bain où des carreaux de faïence ont été retirés. Même cas de figure, hein, donc, en espérant que les travaux ont été menés en respectant le protocole en question. Étanchéité en toiture, toiture terrasse, donc potentiellement amiantée également, ainsi que les remontées d'accroteur. La partie inférieure, les dalles de sol plastique, là dégradées cette fois-ci. Donc sous la texture, on imagine bien que ce sont des dalles euh, qui seraient cassantes, donc potentiellement amiantées. Ici, on a une toiture, on a un ciment qui semble être en bon état. Hein, je ne sais pas si vous avez l'occasion d'observer ce genre de matériaux qui restent en place, hein, de par leur- enfin, comment je vais dire ça, le nombre d'années qui sont en œuvre, ils sont non dégradés en tout cas euh, par les agressions extérieures, excepté si effectivement par accident un arbre tomberait dessus, casserait les éléments. Mais autrement, c'est des matériaux qui durent dans le temps. Il y a des bâtiments centenaires avec ce type de toiture en très bon état. Voilà. Autre forme de dalle de sol,
Donc il y a plusieurs coloris et selon la réglementation, surtout la norme, si on devait faire un repérage, il est recommandé de faire des prélèvements de ce genre de matériaux sur leur nature, si différents, par couleur, etc. Ainsi que les cols, hein, les cols sont potentiellement amiantés. Pareil pour les cols de carrelage au sol. La photo inférieure, également les cols de faïence soit dans une salle d'eau ou une cuisine. Les joints tressés, alors bien souvent utilisés pour faire office de joints de dilatation ou encore entre les bâtiments, ou encore des joints coupe-feu, bien souvent. Hein, ces joints tressés, ils sont très très résistants, sauf s'ils sont très très vieux, ils peuvent facilement libérer les fibres, donc à manipuler avec précaution également. Euh, la photo suivante, l'étanchéité, ce qu'on connaît ici, hein, cette fameuse chape virale avec la partie bitumineuse fortement amiantée également. Les canalisations en amiantement enterré, là encore, il était utilisé des canalisations en amiante, même dans le sol. Hein, donc on voit bien de par cette résistance, c'était même utilisé pour ce type de travaux en VRD, etc. Les conduites fumées en sortie de toiture. Alors je rappelle, c'est pas seulement en France qu'on voit ce genre de dispositif. On en trouve également en Martinique, hein, des sorties de cheminée comme ça en amiantement. Donc voilà. Voilà pour ce petit reportage photo. Hein, donc, euh, j'espère que ça a déjà un petit peu sensibilisé sur les. Là, on pourrait effectivement trouver ces amiantes. Alors, pour revenir effectivement sur les matériaux les plus émissifs, hein, donc j'ai cité tout à l'heure dans la présentation, euh, on a les faux plafonds, les flocages, les calorifusages. Auparavant, on les appelait les éléments friables. Hein. Maintenant, on les a classés différemment. Donc, ils sont ciblés dans la liste A de l'annexe 13.9 du Code de la santé publique. Donc, on verra ça là tout à l'heure. Euh, on va d'ailleurs basculer sur les différents métiers avec une exposition potentielle sur le risque d'amiante. Donc, je tiens à dire quand même que les différents professionnels du bâtiment, j'espère en tout cas aujourd'hui, sont suffisamment formés, sensibilisés pour toute intervention dans les bâtiments, pour ne pas se mettre en danger et mettre la vie des autres personnes en danger. Donc, à noter qu'entre les années 73 et 75, il y a eu le pic de la production amiante en France, où était utilisé plus de 150 000 tonnes l'année. Hein, donc, cependant, dans certains pays, l'amiante est encore utilisée. Hein, comme je disais, euh, on trouve des pays comme la Russie, la Chine, l'Inde, continuent encore à utiliser l'amiante. L'interdiction en France a été levée dès le 1er janvier 1997. Interdiction qui s'est étendue sur l'Union européenne seulement le 1er janvier 2005. Donc la France a quand même été le premier à lever le pied, alors que c'était quand même un marché important. Au début de la production, je disais, il était au 7e rang mondial, donc bien placé en tout cas pour la production. Donc on voit bien effectivement les différents métiers qui sont concernés. Donc si vous n'êtes pas formé, n'y touchez pas. Faites appel à des professionnels qui peuvent effectivement intervenir sur ce genre de matériel. Nous allons toutefois aborder le risque sur la santé. Que représente effectivement l'amiante? Pourquoi l'amiante a été stoppé, interdit en tout cas dans bien des pays, et notamment la France? Parce que pour une seule raison, et une raison majeure, c'est le risque qu'il représente sur la santé humaine. Alors,
Pathologie non cancéreuse, maladie bénigne touchant les poumons. On a la l'asbestose ou fibrose pulmonaire. Et l'une des deux parties de la plèvre, la fibrose ou pleurésie, il faut savoir, en étant en contact avec l'amiante, on a un temps de latence entre 10 et 20 ans avant de présenter une pathologie quelconque. Les pathologies dites cancéreuses, le mésothélium pleural, tumeurs caractéristiques de l'amiante affectant la plèvre également. D'autres formes de cancer des poumons lorsqu'ils sont dus à l'amiante, ne présentent pas forcément des spécificités par rapport à un cancer ayant une autre origine. Donc, effectivement, seuls les médecins habilités et connaissant effectivement ces différents facteurs peuvent déceler ce genre de phénomène. Le spectre des maladies dues à l'amiante est donc large et traduit une menace importante sur la santé vis-à-vis des personnes exposées au risque d'inhalation de ces fibres. Pour comme ça donner quelques chiffres, l'amiante est la première cause de décès directement liée au travail en France. La première cause de décès liée au travail en France. On dénombre 1700 décès liés à l'amiante en France chaque année. C'est peu diffusé et pourtant les chiffres sont bien là. 100 000 décès dans le monde chaque année également. Donc, vous voyez que il faut pas rigoler, il ne faut pas jouer avec ce genre de matériaux qui représente un danger majeur pour l'homme. Sur cette image, on voit bien ce petit bonhomme qui va inhaler quelques fibres d'amiante qui vont traverser son système respiratoire. Alors, par sédimentation, ces fibres retombent directement dans les poumons, soit par impaction ou bifurcation bronchique, c'est-à-dire que les fibres se rencontrent à l'entrée des poumons, ils s'y agglomèrent, ou soit par intersection de l'extrémité de la fibre avec la paroi bronchique, c'est-à-dire que les fibres heurtent les parois à l'entrée des poumons. Une fois dans les poumons, certains sont éliminés par excrétion. Les autres fibres peuvent provoquer une inflammation des poumons, menant parfois à une fibrose. C'est un épaississement du tissu pulmonaire ou une atteinte de la plèvre, l'enveloppe des poumons. Alors d'autres, heureusement, sont encore, enfin pas heureusement, d'autres sont éliminés du système respiratoire par translocation vers d'autres organes et tissus. Donc la note à ne pas rigoler avec. Voilà, on va effectivement passer sur le cadre réglementaire, effectivement, qui traite un peu, donne quelques préventions sur ces différents risques. Donc le cadre réglementaire, alors, en 75, l'interdiction aux travailleurs de moins de 18 ans de travailler l'amiante. Donc, pour revenir dessus, je disais effectivement le pic de la production amiante en France, c'était les années 73-75. Il était sorti plus de 150 000 tonnes année. Donc il y a eu quand même dès là quelques recommandations dessus. On a eu en 77 la première VLEP, c'est la valeur limite d'exposition pour les professionnels qui était limitée à 2000 fibres par litre d'air. Ensuite, en 78, l'interdiction du flocage contenant plus de 1% d'amiante. En 87, encore un abaissement plutôt de la VLEP, donc la valeur limite d'exposition professionnelle qui est passée entre 500 et 1000 fibres par litre d'air. En 88, une interdiction de l'amiante excepté le chrysotile. Donc le chrysotile, c'est l'amiante blanc. En 92, abaissement encore de la VLEP de 200 fibres par litre. En 96, abaissement à nouveau de cette valeur limite d'exposition professionnelle à 100 fibres cette fois-ci par litre. Mise en place des réglementations au travail et santé publique sur la gestion des risques d'amiante avec un seuil de 5 fibres par litre d'air, ce qui relève du code de la santé publique. Interdiction de l'amiante dans les calorifusage et la fameuse décision qu'a prise par décret
le 24 décembre 1996, ce décret qui interdit la fabrication, la transformation, la vente, l'offre, l'implantation, l'exploitation de l'amiante sous toutes ses formes. Donc interdiction qui a pris effet le 1er janvier 1997. Donc la date butoir, effectivement, tombe là, en fait, le 1er janvier 1997, qui interdit l'amiante sous toutes ses formes possibles. Voilà. Donc ici, pour faire un peu la relation avec, on a notre CHU, la MENA, on va parler de deux aspects, l'aspect, l'exposition passive, euh, donc pas de sollicitation directe de matériaux et produits contenant de l'amiante, qui relève du code de la santé publique, qu'il s'agit de personnes, de personnel médical, de patients, voire même de visiteurs, le seuil est fixé à 5 fibres par litre d'air. En revanche, l'exposition active, donc là, il y a une sollicitation directe et active des matériaux et produits contenant de l'amiante, car là, il y a un impact direct sur ces matériaux et une forte émissivité des fibres, justement. Et là, on va plus parler de seuil, mais plutôt on va retrouver la VLEP, la valeur limite d'exposition professionnelle, qui là, cette fois-ci, euh, on a vu auparavant, en 96, c'était diminué à 100 fibres par litre d'air, et là, on est passé à 10 fibres par litre sur 8 heures de travail. Donc, les deux codes qui effectivement réglementent autour de l'amiante, on a le code de la santé publique qui, qui donne la protection au niveau de la protection de la population, hein, donc les risques sanitaires liés à une exposition dans les immeubles bâtis. Le code du travail, protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation des poussières d'amiante. À savoir que les opérateurs de diagnostic, ils sont soumis à des normes pour pouvoir suivre une méthodologie de repérage, effectivement, face à l'amiante. Donc, je ne vais pas non plus trop développer cette partie, mais pour information, il y a la norme, la NFX 46020, qui apporte une méthodologie de recensant les différentes étapes de la procédure de repérage d'amiante avant les opérations de retrait effectif, soit des repérages in situ, les inspections visuelles, les sondages, les prélèvements, les analyses, et en final le rapport qui sera émis en fonction des événements. Des événements. Et si effectivement il y a eu des travaux, eh bien, ce serait plus la NFX 46020 qui sera en vigueur, mais plutôt la NFX 46021, pour information. Selon les types de bâtiments ou d'événements, comme je disais, qui subvient le type de matériaux ou produits contenant de l'amiante à repérer change. Et c'est pourquoi il existe trois listes différentes de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante. Donc on a la liste A, la B et la C. Alors, chacune de ces listes avec un objectif différent. Donc, ça risque d'être un peu compliqué, mais j'essaie de me faire mieux comprendre possible. Euh, la liste A, par exemple, les matériaux et produits contenant de l'amiante émettent spontanément des fibres en fonction de leur exposition, soit au choc, aux vibrations et au courant d'air. Donc la liste A, comme je rappelle, ce sont les calorifusages, les faux plafonds et les flocages. Quant à la liste B, les MPCA qui sont plutôt stables, donc pas de matériaux, plutôt les matériaux de la liste A sont plutôt ceux qui sont les plus émissifs que ceux de la liste B, qui sont considérés comme des matériaux stables, hein. Alors, les repérages dans la liste A et B existent dans le cadre d'une information de l'acquéreur ou du locataire, mais également pour la maintenance courante d'un bâtiment. Alors, quant à la liste C, on va intervenir lorsqu'il y aurait travaux ou démolition. Là, on va effectivement introduire tous les autres matériaux. Donc là, on parlera de la liste C. On ne va pas développer ceci ce soir. Voilà. On va basculer sur les types d'émissions possibles, hein, autour de l'amiante.
Donc tout de suite, on va parler du DTA, dossier technique amiante, qui concerne uniquement les bâtiments recevant du public de type ERP, les immeubles collectifs d'habitation, du tertiaire industriel. À noter qu'il y a un DTA par bâtiment, plus une fiche récapitulative qui la complète. Également, selon le décret du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, il prévoyait notamment un délai de 9 ans à compter de sa date d'entrée en vigueur, qui est le 1er février 2012, pour que tous les DTA des dossiers techniques amiante soient mis en conformité, c'est-à-dire la date butoir qui tombait jusqu'au 1er février 2021. Donc nous sommes sur un phénomène d'actualité. Donc logiquement, aujourd'hui, tous les bâtiments qui datent avant les années 97 devraient être à jour en matière de DTA. Alors, il existe une grille d'évaluation propre à chacun des matériaux de la liste A, flocage, calorifugage et faux plafond. Donc, il y a plusieurs niveaux, niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Donc, j'essaie d'être le plus concis possible pour ne pas trop développer et ne pas vous embrouiller non plus dans cette présentation. Alors, si effectivement on est face à un niveau dans la liste A des matériaux cités ici, euh, niveau 1, fait réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux du niveau 1. Donc, la périodicité de ce contrôle est de 3 ans maximum. Il est obligatoirement mené par un technicien certifié. Les résultats sont consignés dans un dossier de contrôle périodique amiante et en annexe du DTA. Le second niveau, avant de passer sur la liste B, on est toujours sur la liste A, excusez-moi, fait réaliser une surveillance du niveau d'empoussièrement dans les 3 mois qui suivent. Alors si cette mesure excède 5 fibres par litre d'air, on passe directement au niveau 3 que nous allons voir tout de suite. Si inférieur à 5 fibres par litre d'air, on retourne au niveau 1. Donc on contrôle le contrôle périodique. Le niveau 3, eh bien, information directe au préfet de région qui peut effectivement prendre des mesures conservatoires dans les 2 mois qui vont suivre, afin de réaliser cette fois-ci des travaux soit de retrait ou de confinement, et ceci dans les 36 mois à venir. Maintenant, les autres matériaux de la liste B. Donc, toujours, il y a 3 niveaux d'évaluation EP, AC1 et AC2. EP, évaluation périodique. AC1, action corrective du premier niveau. AC2, action corrective de second niveau. Donc, je ne vais pas non plus trop développer cette partie. Donc, si par la suite vous avez des questions, effectivement, je pourrais sans doute y répondre. Mais nous avançons pour savoir effectivement que les matériaux sont classés par catégorie et bien entendu, il y a effectivement une évaluation propre en fonction de dans leur état de présentation, de dégradation ou de conservation. Et bien entendu, la liste C reste tous les autres matériaux dans le cadre de travaux. Alors, suite au DTA, au dossier technique amiante, il est complété par cette fameuse fiche récapitulative. Elle comprend quoi cette fiche récapitulative? Donc elle renseigne sur sa date de rédaction, celle de ses mises à jour également, l'identification de l'immeuble ayant fait l'objet du DTA, les coordonnées de la personne qui détient ce DTA, ce dossier technique amiante, et les modalités de consultation de ce dernier, la liste des locaux concernés par les différents repérages par l'opérateur. Hein. Donc il doit mentionner tout ceci dans cette fiche récapitulative. La liste des matériaux et produits contenant de l'amiante et leur localisation précise, donc photos, joints, etc., état de dégradation, de conservation de ces différents matériaux, les conclusions de l'opérateur qui a effectué le ou les repérages, des surveillances périodiques possibles des travaux,
etc., etc. En fait, tout devrait être mentionné plutôt dans cette fameuse fiche récapitulative, et avec bien entendu des consignes générales de sécurité, des mesures conservatoires qui seraient prises, etc. Voilà, j'espère que j'ai fait le tour autour de cette fiche récapitulative autour du DTA. Alors, cependant, la, 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 le DTA également, sa fiche récapitulative, selon l'article cité ici, donc, du Code de la santé publique, euh, le DTA est tenu par le propriétaire à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des employeurs, des représentants du personnel, des médecins du travail lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail. Pardon. Il est transmis à toute personne appelée à réaliser des travaux dans cet établissement. Justement, je fais un petit point dessus, c'est-à-dire que euh, le rôle du DTA, c'est comme un guide technique, hein, comme si, s'il faut faire un comparatif, vous avez votre véhicule, tous les 2 ans, vous devriez faire un contrôle technique, passer par un établissement agréé, pour pouvoir vérifier si votre véhicule est en bon état de prendre la route, pour sécuriser vous d'abord et ensuite les autres occupants qui empruntent les voies routières. Euh, et toute opération, tous travaux sur ce bâtiment devraient être informés, et cette fiche récapitulative et le DTA devrait être révisé et mis à jour, justement, en mentionnant les travaux qui ont été menés, tout ce qui a été fait. Donc, je pense que j'ai fait le tour sur cela. Donc, cette fiche récapitulative du DTA est communiquée par le propriétaire dans un délai de 2 mois après sa mise à jour et sa constitution. Voilà pour cette fiche récapitulative. Nous arrivons sur la fin de cette présentation avec une synthèse de tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Pour rappel, tout bâtiment avec un permis de construire antérieur au 1er juillet 1997, donc le 1er juillet 1997. Alors, je fais un petit rappel, effectivement, la date butoir, la date en tout cas pour la décision a été le 24 décembre 1996, qui a pris effet le 1er janvier 1997. Donc, sachant qu'à l'époque, les quincailleries faisaient beaucoup de stocks de marchandises, de matériaux et produits à base d'amiante, donc l'État français les a permis, autorisés à pouvoir liquider, épuiser leur stock jusqu'au 1er juillet 1997. D'où cette date butoir, ou tout bâtiment dont le permis de construire est antérieur à cette date, le 1er juillet 1997, qui serait soumis à un diagnostic, un contrôle amiante. Voilà. Donc, on verra effectivement sur ce tableau les obligations initiales ainsi que les obligations suite à un événement possible. Euh, donc, tout d'abord, on va parler sur tout ce qui est habitation, hein, logement. Tout d'abord, on va voir la maison individuelle. Obligation concernant une maison individuelle. Obligation initiale. Donc, aucune obligation. Pas d'obligation si vous avez une maison individuelle que vous occupez, qu'il n'y a pas d'événement. Aucune obligation. Cependant, l'obligation arrive suite à, si vous faites une vente, donc vous serez soumis à un repérage de la liste A et B, des matériaux possibles listés effectivement dans l'annexe 13.9 du Code de la santé publique. Le document qui sera remis au final, ce sera un rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante des listes A et B. Si maintenant il y a démolition, donc là on va basculer effectivement sur un repérage de la liste C, donc l'ensemble des autres matériaux. Maintenant, si on possède un appartement, donc l'appellation autrement dit c'est partie privative d'immeuble collectif d'habitation, donc là d'emblée vous êtes soumis à une obligation initiale, repérage de la liste A. Donc, qui veut dire liste A, flocage, calorifusage et faux plafond. Donc, pas besoin d'un événement pour pouvoir réaliser ce genre d'intervention.
si, je répète, si votre appartement il date avant le 1er juillet plutôt 97, systématiquement, vous devriez présenter ce repérage, faire en tout cas ce repérage des listes, de la liste A. Et au sortir, vous avez un document qui est un DAPP, dossier amiante des parties privatives. Le DAPP. Maintenant, si vous vendez cet appartement, donc un événement, donc là viendrait se compléter à la liste A le repérage de la liste B. Vous devez en sortir un document de DAPP existant, plus le rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste B. Sachant qu'on est dans un immeuble collectif, donc évidemment il y a un DTA, un dossier technique amiante, et également sa fiche récapitulative. Donc voilà, j'espère avec ceci, je me fais un petit peu comprendre. C'est pas toujours évident si c'est la première fois qu'on est confronté à ce genre de réflexion. En tout cas, au CIE, nous restons en tout cas à votre service si vous souhaitez avoir des éléments complémentaires et des questionnements autour de cela. Si ce bâtiment il est démoli, forcément, on va toujours basculer aux autres listes, la liste C. Maintenant, les parties communes ainsi que les autres bâtiments, parties communes d'immeubles collectifs d'habitation ainsi que les autres bâtiments tertiaires. Donc, on a ce qu'on appelle un repérage initial, effectivement, ce qu'on a vu tout à l'heure, le VTA, hein, donc, le repérage des listes A et B. Hein, et également sa mise à jour par sa fiche récapitulative, qui devrait effectivement être présentée et fournie. Alors, vous devriez quand même vous poser des questions. Quelles sont les questions à se poser pour définir l'obligation du propriétaire? Déjà, quel type de bâtiment? Une maison individuelle, un appartement, un ERP, établissement de recevement de public, un IGH, immeuble de grande hauteur, etc. Quel événement? Vente, travaux, démolition? Pour effectivement cibler un peu, voir un peu où on se situe réellement. Les conséquences, quel repérage? Matériaux produits, contenant de l'amiante, de quelle liste A, B ou C? Et en final, le document qui serait le rapport, en tout cas, qui va être remis, sur un DAPP, un dossier amiante des parties privatives, un dossier technique amiante, DTA, repérage amiante avant-vente, etc. Ce sont des questions à se poser, effectivement, pour savoir à quoi on est soumis réellement. Alors, on y arrive à la fin. Vous êtes propriétaire d'une maison individuelle dont votre permis de construire date avant le 1er juillet 1997. Vous souhaitez effectuer des travaux, rénovation et réhabilitation en deçà de 51% des surfaces totales de votre habitation. Vous êtes là, soumis à des diagnostics immobiliers avant-vente. Attention, j'ai bien mis 51% de la surface globale de votre habitation. On est effectivement dans la catégorie travaux, amiante avant travaux, donc on va faire un repérage d'amiante avant travaux. Si maintenant les travaux que vous opérez excèdent 51%, serait 52% de la surface globale, là on va basculer directement à amiante, recherche amiante avant démolition. Quand même le bien ne serait pas démoli, mais dès lors que les travaux excèdent 51%, on bascule systématiquement dans la catégorie démolition. Donc voilà un peu pour cette présentation. J'espère avoir été pas trop long et suffisamment, je me suis fait quand même comprendre sous cette présentation autour de l'amiante dans le logement. Donc merci de votre attention.